Dans la deuxième partie du chapitre 1, on va voir les erreurs de mesure. N'importe quelle opération de mesure, on ne peut pas atteindre une précision de 100%. Toujours, il y a un pourcentage d'erreur. Par exemple, si on nous demande de mesurer la longueur d'un crayon, 5 étudiants ont mesuré cette longueur. Le premier l'a trouvé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau? Qu'il n'y a pas une mesure très précise. Il y a un pourcentage d'erreur. Quelle est la cause de l'erreur? Quelles sont les sources des erreurs dans la mesure? D'abord, choisir un appareil qui n'est pas convenable. Si on veut mesurer la longueur, on utilise la règle. On ne peut pas utiliser une balance. Si on veut mesurer une masse, on utilise la balance. Et on ne peut pas utiliser la règle. Donc, première chose, première possibilité d'erreur, choisir un appareil qui n'est pas convenable. Deuxième possibilité d'erreur, la présence d'un défaut dans l'appareil. Par exemple, si on veut mesurer l'intensité du courant, on utilise l'ampéromètre. Mais si la batterie de l'ampéromètre est faible, donc il ne nous donne pas une mesure précise. Troisième possibilité d'erreur, mesurer d'une façon incorrecte. Par exemple, si on veut mesurer la longueur de ce diapason, le regard doit être perpendiculaire sur la règle et sur le diapason. On ne peut pas mesurer avec précision de cette façon. Donc l'œil doit être perpendiculaire sur la règle et le diapason. Donc, troisième possibilité d'erreur doit être mesurée d'une façon incorrecte. Quatrième possibilité d'erreur, par exemple, pour mesurer le volume d'un liquide, le regard doit être perpendiculaire, pas d'en haut ou d'en bas. Quatrième possibilité d'erreur, les conditions du milieu. Par exemple, la poussière, l'humidité. C'est pour ça qu'on voit chez les bijoutiers, on place la balance digitale dans une boîte vitrée pour empêcher la rentrée de la poussière. Donc, quatrième possibilité d'erreur, les conditions du milieu. Maintenant, calculer l'erreur dans la mesure. Il y a deux genres de mesures, mesure directe et mesure indirecte. Par exemple, si on veut mesurer la masse volumique d'un liquide, comme l'huile, il y a un appareil qui mesure la masse volumique d'une façon directe. On utilise cet appareil qui est appelé l'hydromètre. Mais si on veut mesurer la masse volumique de liquide d'une façon indirecte, qu'est-ce qu'on va faire? On mesure la masse avec la balance, on mesure le volume avec l'éprouvette graduée, puis on divise masse divisée par volume pour trouver la masse volumique de l'huile. Donc, combien d'étapes? Mesurer la masse, mesurer le volume, on divise masse sur volume. Maintenant, on va voir un tableau de comparaison entre la mesure directe et la mesure indirecte. D'abord, combien d'opérations de mesure méthode mesure directe? Une seule. Par exemple, pour mesurer la masse volumique de l'huile, on utilise l'hydromètre, une seule opération. Mais dans la mesure indirecte, première étape, on mesure la masse avec la balance, on mesure le volume avec l'éprouvette graduée. Les opérations de calcul. Dans la mesure directe, on n'a pas besoin d'utiliser une formule. Dans la mesure indirecte, on utilise une formule. Masse volumique égale masse sur volume. Combien de possibilités d'erreur dans la mesure directe? Une seule possibilité. Mais dans la mesure indirecte, il y a une possibilité d'erreur pour mesurer la masse, possibilité d'erreur pour mesurer le volume, possibilité d'erreur pour calculer la formule masse sur volume. Donc, il y a plusieurs possibilités d'erreur. On dit accumulation d'erreurs. Exemple. Par exemple, on mesure le volume, on utilise l'éprouvette graduée. Ici,
On mesure la méthode indirecte, on mesure le volume en multipliant la longueur, parfois largeur, fois hauteur. Calcul de l'erreur dans la mesure directe. Maintenant, on a combien de genres d'erreurs? Deux genres. Erreur absolue et erreur relative. Dans l'erreur absolue, on lui donne le symbole delta x, qui est égal x0 moins x, valeur absolue, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse avec une signe négative. Quelle est sa définition? C'est la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée. La valeur réelle a pour symbole x0, la valeur mesurée a pour symbole x. Et toujours a un signe positif. Le deuxième genre d'erreur, erreur relative. On lui donne le symbole R qui est égal delta x sur x0. Quelle est sa définition? C'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur réelle. Une autre fois, c'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur réelle. Exemple pour comprendre quelle est la différence entre l'erreur absolue et l'erreur relative. Un étudiant a mesuré la longueur d'un crayon, il a trouvé qu'il est égal 9,9. C'est la valeur mesurée. Et sa valeur réelle qui est égale 10, qui est la valeur réelle. Comment déterminer l'erreur absolue et l'erreur relative? On dit erreur absolue, delta x égale x0 moins x, valeur réelle moins valeur mesurée, 10 moins 9,9 égale 0,1. Voilà l'erreur absolue. Mais l'erreur relative, c'est le rapport entre delta x et x0. Delta x, qu'on l'a déjà trouvé, 0,1, divisé par la valeur réelle qui est 10, il nous donne 0,01. Mais pour avoir un pourcentage, on multiplie par 100, c'est 1%. Le deuxième étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Son collègue a mesuré la longueur de la classe, il a trouvé 9,13, sachant que la valeur réelle de la longueur de la classe, 9,11. Qu'est-ce qu'il demande? Erreur absolue et erreur relative. Erreur absolue, qui est la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée. 9,11 moins 9,13 égale moins 0,02, mais on ne met pas le signe moins. L'erreur relative delta x sur x0, donc 0,02 qu'on l'a déjà trouvé, divisé par la valeur réelle, il nous donne 0,0022. Si on veut un pourcentage, on multiplie par 100, c'est 0,22%. Comment écrire la longueur de la classe? La valeur réelle, qui est 9,11, plus ou moins l'erreur absolue. Valeur réelle, plus ou moins erreur absolue. Même chose pour la longueur de l'exemple précédent. La valeur réelle de la longueur du crayon, c'est 10, plus ou moins 0,01 qui est l'erreur absolue. Quelques remarques pour ce problème. On dit que l'erreur relative est plus précise que l'erreur absolue. Bien. Faites attention maintenant à quelques remarques très importantes. L'erreur relative est considérée un indice de précision de mesure que l'erreur absolue. La mesure sera plus précise lorsque l'erreur relative est petite. Maintenant, faites attention à ce tableau. Calculez l'erreur dans n'importe quelle formule d'addition ou de soustraction. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'erreur absolue dans la première mesure et l'erreur absolue plus erreur absolue dans la deuxième mesure. Que veut-on dire par ça? C'est-à-dire, par exemple, si on veut mesurer le volume de deux liquides, qu'est-ce qu'on fait? Erreur absolue dans le premier volume plus erreur absolue dans le deuxième volume. Dans les opérations de soustraction, même chose. Erreur absolue dans la première mesure plus erreur absolue dans la deuxième mesure. Par exemple, si on veut mesurer le volume de n'importe quelle grandeur de ce corps, par exemple,
On utilise une éprouvette graduée. On met une quantité d'eau, puis on met ce corps et on détermine le volume de ce corps, volume total moins volume de l'eau. Donc, pour trouver le volume de 7%, on dit erreur absolue du volume total plus erreur absolue du volume de l'eau. Dans les opérations de multiplication, on calcule l'erreur relative dans la première mesure et l'erreur relative dans la deuxième mesure. Par exemple, si on veut mesurer l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur, qu'est-ce qu'on fait? On trouve l'erreur relative dans la longueur plus erreur relative dans la largeur. Donc, de n'importe quelle opération de multiplication comme aire d'un rectangle, volume d'un parallélépipède rectangle, n'importe quelle formule qui contient une multiplication relative dans la première plus relative dans le deuxième. Dans la division, par exemple, pour mesurer la masse volumique d'un liquide, masse divisée par volume, on calcule l'erreur relative dans la masse plus erreur relative dans le volume. Maintenant, exemple pour comprendre.